Bonjour enfin bonsoir plutôt, à toutes et tous. Je suis ravie de voilà, vous voir, même en distanciel, qui a ses avantages pour pouvoir vous réunir, aujourd'hui pour vous parler de Parcoursup. Donc avec cette petite ref, pour les amateurs de Game of Thrones comme moi, que Parcoursup is coming et que c'est une période, où le stress commence à arriver, en particulier pour, si vous êtes en terminale, évidemment, que vous soyez, lycéen, ou parent. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner quelques clés, pour comprendre ou pour mieux comprendre, si vous avez déjà eu peut-être une présentation au lycée, cette plateforme d'entrée et d'accès, aux études supérieures. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a, peut-être parmi vous, je m'appelle Cécile Bourbon, et j'ai créé ma société qui s'appelle Comme2Sup il y a 5 ans avec, après un parcours, de communicante, principalement dans l'enseignement supérieur. J'ai travaillé dans une école de commerce, une école d'audiovisuel et de cinéma, et une école d'ingénieur post-bac pendant 7 ans. Et puis j'ai décidé de créer ma société autour de 2 activités, donc l'orientation, parce que j'adore accompagner les jeunes, voilà, de 15 à 25 ans. J'ai moi-même 2 enfants, 2 beaux enfants, donc voilà, les aider à cheminer, à mieux se connaître. Ça fait partie des choses importantes et que j'essaie de transmettre, en même temps les aidant à travailler leur communication et leur confiance. J'interviens également auprès de certaines écoles, alors évidemment je fais la part des choses, et j'ai, voilà, cette double casquette à la fois de coach, puisque je me suis formée au coaching, et d'experte des études supérieures qui fait que, une fois qu'on a travaillé, avec un bilan d'orientation, le chemin un peu qui peut se dessiner pour, ou les chemins qui peuvent se dessiner pour les jeunes, il y a la possibilité aussi de regarder quelles sont les formations qui paraissent adaptées et de rentrer aussi un peu dans le vraiment dans le concret, des formations. Je suis membre de l'association Génération 15-25, donc c'est, une association qui regroupe de nombreux coachs, qui accompagnent des jeunes aussi, comme moi. Je suis située à Garches et j'accompagne aussi bien en distanciel qu'en présentiel, avec soit des bilans d'orientation, mais également du coaching Parcoursup, du coaching pour les oraux aussi, les oraux d'admission, et pour le fameux grand oral qui fait partie des nouvelles épreuves, dans le cadre de la réforme du bac. Alors, pour Parcoursup, l'heure est au choix, pour les élèves, en tout cas, à la sélection des formations. Donc quelques peut-être infos clés sur Parcoursup avant de rentrer dans le détail du calendrier, de comment ça marche. Actuellement, donc c'est une plateforme qui a été mise en place en 2018, donc qui a succédé à ceux qui ont peut-être des enfants dans l'enseignement supérieur, ont déjà peut-être connu admission post-bac. Donc, la plupart des formations supérieures sont rentrées dans Parcoursup. Il n'y a pas de grandes nouveautés et d'enjeux cette année, en dehors des enjeux pour vous, mais en tout cas de nouvelles formations qui rentreraient, comme ça a été le cas il y a 2-3 ans pour les écoles de commerce, pour Sciences Po par exemple, qui est rentrée, Dauphine, ou certaines formations qui ont été aussi refondues, réformées l'année dernière. Donc c'est une plateforme unique qui référence quasiment l'ensemble, je dirais, des formations supérieures aujourd'hui. Il y a peu de formations qui restent en dehors de Parcoursup, mais il en existe quand même. Et ces formations, soit publiques, soit privées. Parce qu'on peut avoir l'idée que toutes les formations publiques sont sur Parcoursup et les privées sont en dehors. Non, aujourd'hui, les privées, y compris les écoles de commerce, par exemple, sont rentrées sur Parcoursup. Donc il y a plus de 19 500 formations en 2022 et 6 000 qui sont accessibles en apprentissage. Donc c'est énorme, et c'est toute la difficulté du choix, mais c'est aussi l'avantage d'avoir toutes ces informations accessibles à chacun et pouvoir rechercher tout en pouvant être parfois aussi guidé, bien sûr.
Donc, les élèves, les lycéens de terminale auront 10 choix de formation à faire, avec un système de sous-vœux, j'en parlerai un petit peu après, donc pour les formations sélectives, mais 10 choix de formation maximum. Il n'y a plus de hiérarchie, contrairement à ce qui était fait sur l'admission post-bac, c'est-à-dire qu'il y a 10 choix à faire, mais pas d'ordre de préférence. Même s'il y a une rubrique qui s'appelle « Ma préférence », vous pourrez aussi indiquer vos préférences, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, une des nouveautés de Parcoursup, ça a été de demander des vœux motivés pour chacune des formations, donc avec des projets motivés, c'est-à-dire des mini-lettres de formation, de motivation, pardon, pour les formations qui sont demandées. J'en parlerai aussi. Pour l'université, il n'y a plus de licence non sélective obligatoire, comme ça l'a été aussi à un moment, ni de tirage au sort. Et on dit qu'il y a des formations sélectives et non sélectives, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le système Parcoursup, le fait qu'il y a des études de dossier, des projets motivés, tout un process de candidature, il y a quand même un classement et un nombre de places parfois plus limité que le nombre de candidats. Donc, on ne parle pas de système sélectif, mais dans la réalité, c'est que tout le monde n'a pas forcément accès à la formation qu'il a demandée. Que ce soit à l'université, bien sûr, ou dans les formations dites, elles, sélectives, comme les classes préparatoires, les BTS, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc. Alors, quelques chiffres clés sur l'année dernière, en 2021, donc la session précédente, les candidats ont fait 12,8 vœux en moyenne, ou sous-vœux. Donc, vous voyez qu'il y a plus de vœux que les 10 vœux autorisés, et ça, c'est lié au système de sous-vœux. Et puis, 94% des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission. Donc ça, c'est un peu pour faire retomber la pression et se dire quand même que sur les 10 choix ou 12 vœux qui ont été formulés, 94%, c'est un peu moins sur l'ensemble des candidats, on est à 84, mais dans les candidats, il y a des terminales, mais il y a aussi des étudiants en réorientation. Donc sur les lycéens en terminale, c'est 94% qui ont reçu une proposition d'admission avec une moyenne de 3-4 propositions d'admission. Donc c'est important de l'avoir en tête pour se rendre compte que à partir du moment où on ne met pas juste 3 vœux sur Parcoursup hyper sélectifs et qu'on ajuste avec des plans A, peut-être des plans B, voire des plans C, on a des chances d'avoir bien sûr des propositions d'admission. Alors l'année dernière toujours, il y avait presque 7 candidats sur 10, on va dire 68% des candidats qui avaient fait au moins un vœu en licence. 49% en BTS, 30% en PASS-LAS, ça c'est les formations pour accéder aux études de santé. 35% en BUT, ça c'est les bachelors universitaires de technologie, donc qui ont été réformés l'année dernière. Ça c'est les IUT qui proposent ces diplômes, qui avant proposaient des DUT, donc qui étaient en 2 ans, et maintenant c'est des bachelors universitaires de technologie, donc en 3 ans. 17% en classe préparatoire aux grandes écoles, donc qu'elles soient scientifiques, commerciales, littéraires. 11% en DE sanitaire et social, 7% en école d'ingénieur et 3% en école de commerce. Ça, c'est un peu sur les vœux, on va dire, qui ont été faits par les candidats. Et si on regarde les formations les plus attractives l'année dernière, et vous avez la comparaison avec 2020, il y a une très grosse attractivité chaque année pour les études d'infirmiers, donc d'infirmières. Donc 8,1% des candidats, vous voyez, les études de santé aussi et de médecine. Les formations d'ingénieurs qui sont vraiment remontées dans le top 5, les formations les plus attractives, parce que ce n'était pas le cas en 2020. Et en termes de licence, la licence de droit qui attire beaucoup de candidats et sûrement aussi liée à la nouvelle option droit
qui est présente dans le cadre de la réforme du bac. Et puis toujours les BTS, et ce fameux BTS MCO, donc Management, Commerce, Opérationnel, qui est assez prisé, que ce soit par les bacs technologiques, les bacheliers formation technologique, les bacs pro également, mais également des élèves qui viennent de filière générale. Donc voilà, pour vous donner une petite idée du paysage et de ce qui est demandé. Sachant qu'à l'université aussi, au-delà de la licence de droit qui arrive toujours en tête, vous avez 4 filières en fait qui font vraiment l'objet de demandes, qui ont beaucoup plus de demandes que de places, qui sont droit, psychologie, la licence d'économie-gestion et la licence de STAPS, donc pour mener aux études de sport, d'enseignement sportif, donc qui reste assez populaire, et puis tout ce qui est licence de langue également, et licence de langue étrangère appliquée aussi. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer et vous donner trop de chiffres, hein. Il y a pas mal d'informations qui sont disponibles, mais c'est pour avoir un peu un ordre d'idée. Alors, Parcoursup, comment ça se passe? Il y a 3 grandes étapes principales. Donc, il y en a une qui a déjà commencé, puisque les formations 2022 sont en ligne et ont été pour la plupart actualisées depuis le 21 décembre. Alors, je dis pour la plupart parce que sur le moteur de recherche aujourd'hui, quand je regarde le nombre de formations présentes, il n'y en a pas autant que les 19 500 formations annoncées. Et je pense que d'ici la phase d'ouverture des inscriptions, il y a certaines formations qui n'ont peut-être pas actualisé encore leurs données, leurs stats, etc. Tout ça sera aussi complété. Mais actuellement, alors vous avez peut-être déjà commencé pour certains d'entre vous, j'espère, et consulter les fiches des formations. Donc, en fait, il y a 2 étapes. Le moteur de recherche, je vous ferai un peu une diapo pour vous montrer comment ça se présente. Et puis, pour chacune des formations que vous aurez trouvées, vous avez des fiches synthétiques qui ont l'avantage de vous présenter de façon sur une même page toutes les informations. Donc à la fois, c'est quoi cette formation, son contenu, c'est quoi les compétences et les connaissances et compétences attendues. Donc vous allez beaucoup entendre parler des attendus. Donc c'est qu'est-ce que la formation attend en termes le choix des spécialités n'est pas toujours indiqué. Mais à travers ce qui est présenté, vous trouverez bien sûr des indices. Mais en termes de connaissances, et qu'est-ce qui va être les critères généraux d'examen des vœux aussi. Les débouchés de la formation, des chiffres clés aussi sur les taux d'accès, donc combien d'élèves ont candidaté l'année dernière et combien ont été admis. Donc vous avez un chiffre lié à la sélectivité. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte, même si c'est bien sûr une donnée relative, puisque il y a certaines formations qui vont paraître plus sélectives que d'autres. Donc là, il faut bien regarder le nombre de candidats, etc. Et puis aussi des dates de journée porte ouverte qui sont indiquées et qui vous permettent aussi de noter ça pour faire votre calendrier et votre planning. Voilà. Je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble après pour le moteur de recherche. Donc, bon, vous ne voyez pas, si vous n'avez pas un plein écran, c'est peut-être assez petit, mais globalement, quand vous rentrez sur Parcoursup, vous faites chercher une formation et vous allez tomber sur cette page avec un triple moteur de recherche. Donc, à la fois un moteur de recherche sur le côté qui référence les types d'établissements, par exemple public, privé. Si c'est des formations en apprentissage que vous cherchez ou pas en apprentissage, hors apprentissage. Les types de formation, par exemple BTS, CMI, c'est les cursus master ingénierie à l'université, CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, etc., etc. Et puis tout en dessous, il y a un autre critère qui est les mentions et spécialités. Parce que si vous cliquez sur BTS ou CPGE, ben, vous allez sûrement sélectionner, pas toutes les classes préparatoires, mais peut-être des classes préparatoires scientifiques ou commerciales.
Et après, avec un troisième critère que vous pouvez indiquer soit ici, pour le critère géographique. Si vous êtes en Île-de-France et que vous voulez que des établissements en Île-de-France, vous pouvez indiquer dans la barre de recherche. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, ça ne marche pas. Île-de-France, ça ne marche pas. Mais bon, il y a parfois des mises à jour sur Parcoursup ou le faire avec la carte géographique sur le côté, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les formations et vous pouvez les classer, et ça, moi, je l'utilise souvent par taux d'accès. Donc, le taux d'accès, c'est par rapport justement à la sélectivité de la formation. Et ça vous permet de voir tout de suite si l'établissement est très sélectif ou pas. Et en fonction du dossier que vous avez, si vous êtes élève ou que votre enfant a, de pouvoir voir, essayer quand même de regarder si c'est une formation qui a tenté ou pas. Puisque le nombre de vœux étant limité, vous ne pouvez pas non plus mettre tout et vous dire, bon, mais je mets tout et je mettrai. Il y a parfois des choix à faire. Si vous avez suffisamment de vœux, ben, c'est OK. Sinon, il y aura évidemment des arbitrages à faire par rapport à ça. Donc, le taux d'accès, c'est important de le regarder. Et puis après, il y a un autre bouton qui est intéressant, au-delà de voir la fiche, c'est les formations similaires. Qui vous permet peut-être de trouver d'autres formations auxquelles vous n'auriez pas pensé. Même moi, en tant que coach, je l'utilise parce que vous imaginez bien que sur les 19 500 formations, je ne les connais pas toutes, mais ça me permet à chaque fois d'explorer, d'aller regarder et enrichir aussi ma connaissance des formations sur Parcoursup. Donc voilà, donc ces fiches, elles se présentent comme ça. Il ne faut pas oublier à chaque fois de faire tout afficher, parce que quand vous avez, au départ, il y a le nombre de formations, et donc il faut faire juste tout afficher à la fin pour avoir le nombre exhaustif des formations qui va s'afficher. Donc voilà un petit peu la recherche et le moteur de recherche comme il se présente. Il y a une vidéo qui est très bien faite sur Parcoursup avec un petit tuto sur comment chercher une formation. Donc, je vous invite aussi à la regarder dans cette phase d'information pour voilà, avoir un peu plus de détails et d'informations complémentaires. Donc, autre point important, quand vous tombez sur une fiche, enfin quand vous cliquez sur une fiche, donc là j'ai pris l'exemple de l'IUT qui était Descartes, mais qui a été, l'université a été rebaptisée en Paris-Rive-du-Seine. Pour ce fameux bachelor université technique de commercialisation qui est très demandé puisque le taux de sélectivité à Descartes est de 6%. Mais vous avez, c'était pour vous montrer la fiche donc, telle qu'elle se présente avec les conditions d'inscription, ces fameux chiffres clés, les dates des journées portes ouvertes quand vous cliquez dessus, et puis la formation. Donc là, je ne pouvais pas mettre la fiche en intégralité, mais vous retrouvez toutes ces informations, que ce soit les débouchés, les critères généraux d'examen des vœux. Et puis, ça vous permet, au niveau des dates des journées portes ouvertes, de faire aussi votre calendrier d'orientation, parce que bon, certains, j'espère, ont démarré des journées portes ouvertes, mais pour les universités ou certains établissements, elles ont lieu plutôt en janvier, février. Et il n'y a qu'une journée porte ouverte, je pense aux classes préparatoires, par exemple, et aux universités. Donc, ça permet de faire votre calendrier pour ne pas rater de dates qui pourraient être importantes. Deuxième point, ça va être l'étape des candidatures. Donc, l'étape des candidatures sur Parcoursup, elle va démarrer le 20 janvier et elle se terminera le 29 mars pour la formulation des vœux. Donc, à partir du 20 janvier, vous pourrez créer un dossier d'inscription sur Parcoursup avec deux choses qui sont importantes. Donc, ce qui est le numéro INE, qui est votre identifiant national d'élève, qui est présent sur vos bulletins et également les relevés aux épreuves anticipées de bac de première, et une adresse mail valide. Donc ça, c'est le point important que vous consulterez. Vous pourrez également mettre l'adresse mail des parents
Ça, c'est fortement recommandé, bien sûr, pour avoir une double information côté élève et côté parent. Et puis là, pareil, il y aura tout un process, un petit tutoriel pour faire démarrer l'inscription sur Parcoursup. Et vous verrez qu'il y a différentes rubriques qui sont concernées. Donc, il y aura une partie liée à votre scolarité. Donc là, en principe, les notes sont pré-remplies par votre lycée, donc les notes de première, également les notes de votre premier trimestre de terminale. Vos notes de deuxième trimestre seront remontées à la fin du conseil de classe. Et ça, il faudra les vérifier. Voilà, il peut y avoir toujours des erreurs, mais en principe, ça, c'est géré par les établissements. Il y a également une rubrique qui va s'appeler activités et centres d'intérêt, qui va répertorier, par exemple, ce que vous avez déjà fait comme stage ou activité professionnelle, si vous avez fait des petits boulots, vos activités associatives, tout ce qui vous pourrez valoriser en termes d'activités d'investissement en tant que délégué de classe ou de vie associative. Donc, tous ces éléments, vous pourrez les renseigner. Et moi, j'invite souvent les élèves que je suis à le faire vraiment en rédigeant bien sur un document à part, donc sur Word, afin de pouvoir le relire avant de le rentrer directement sur Parcoursup. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être pris en compte par les formations dans le classement qu'ils feront des candidats, tout comme les notes et ces fameux projets motivés qui seront à renseigner également sur Parcoursup et qui peuvent faire l'objet d'une rédaction aussi à part, de façon à pouvoir bien les relire avant de pouvoir les copier sur Parcoursup. Vous avez un nombre de caractères limité, que ce soit pour les rubriques activités sans intérêt et les projets motivés. Donc ça, c'est important de respecter le nombre de caractères et les espaces sont inclus. Parce que c'est important. Au niveau des choix, donc je vous disais tout à l'heure, vous avez 10 choix maximum de formation et également 10 choix possibles en apprentissage selon les formations que vous visez. Un choix, c'est un vœu d'établissement, mais ça peut être aussi un vœu multiple. Donc là, on rentre dans un côté un peu technique. Ce vœu multiple, ça peut être des vœux de concours commun pour des formations, par exemple, d'ingénieurs et de commerce. Et donc là, il n'y a pas de limite au nombre de sous-vœux. Si vous postulez, par exemple, à un des concours communs d'écoles d'ingénieurs post-bac, comme le concours Avenir, le concours Puissance Alpha, les INSA, les UT, vous n'êtes pas limité sur le nombre d'écoles d'ingénieurs que vous allez mettre. En revanche, pour les classes préparatoires, les BTS, PASS également, c'est limité à 10 sous-vœux par type de voie, avec un maximum de 20 sous-vœux. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Par type de voie, ça veut dire que, par exemple, vous êtes étudiant scientifique et vous visez des classes préparatoires scientifiques. Vous savez qu'il y a, par exemple, la possibilité de faire MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, ou PCSI, physique, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, ou PTSI, PCPST, etc. Vous n'allez pas pouvoir mettre 10 sous-vœux sur chaque voie. Au total, il faudra qu'il y ait un maximum de 20 sous-vœux. D'accord? Donc, c'est la limite que vous avez, sachant que vous pouvez quand même démultiplier aussi, parce qu'il y a des possibilités de mettre des sous-vœux en internat, qui sont également possibles. Donc voilà, donc de toute façon, ça, quand vous rentrez, entre guillemets, dans votre panier, dans votre panier de vœux, vous avez le décompte de ce qui est fait, et si vous avez atteint la limite, Parcoursup vous l'indique. Donc ça, vous le verrez. Il n'y a pas d'erreur possible là-dessus. Mais c'est pour ça que voilà, ça permet d'avoir plus de vœux que les 10 choix possibles au total. C'est pour ça que souvent on parle de choix pour les 10, mais que le nombre de vœux est souvent plus important. Pour être clair et que tout le monde m'y suit. Donc ça, c'est jusqu'au 29 mars. Vous avez un petit peu plus de temps que les candidats des années précédentes. En revanche, vous aurez moins de temps pour finaliser votre dossier, parce que là, vous n'aurez plus qu'une semaine. Alors, qu'est-ce qu'on attend? J'attends par finalisation du dossier.
Donc ça doit être... donc ça veut dire qu'après le 29 mars, vous ne pourrez plus rajouter de nouveaux vœux. Tous vos vœux doivent être rentrés. Il y a toujours des exceptions, on est en France, il y a des exceptions qui confirment la règle. Après le 29 mars, les seuls vœux que vous pouvez rentrer, c'est des sous-vœux. Admettons que vous ayez, par exemple, candidaté à un concours commun d'école de commerce ou d'ingénieur et que vous avez oublié une école, bah ça, vous pourrez la rajouter après la date limite de formulation des vœux du 29 mars. Et c'est la seule exception. Donc ensuite, pour jusqu'au 7 avril, qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est finaliser le dossier. Donc, ça peut être, par exemple, si vous candidatez à des formations payantes où il y a des frais de concours, payer les frais de candidature, compléter vos projets motivés, toutes vos rubriques, donc centre d'activité, centre d'intérêt, activité. Il faut que les notes aient été remontées par votre établissement et que la fiche à venir ait également été complétée pour pouvoir confirmer vos vœux. Et donc, bien penser à confirmer les vœux avant le 7 avril. Dans ces étapes, bien sûr, ne pas attendre le dernier jour, parce que Parcoursup sature. Il y avait plus de 800 000 candidats, je crois, ou 700 000 l'année dernière. Donc, voilà, bien penser à anticiper et pas à le faire le dernier jour, la dernière heure, puisque le site peut saturer. Mais ça laisse voilà, la possibilité quand même de regarder et d'avoir ces grandes dates en tête. La fiche à venir, c'est ce qui va être complété par votre établissement. C'est-à-dire que votre conseil de classe va examiner vos vœux et va donner vos professeurs vont mettre des appréciations et il y aura un avis du chef d'établissement favorable, réservé, pour les vœux que vous avez émis. Donc ça, c'est transmis aux formations demandées. Il y a un classement également, c'est-à-dire que les formations mettent en fonction des disciplines vos notes et le classement et les effectifs que vous avez. Donc ça, c'est pris en compte par les établissements. C'est pris en compte par les établissements dans leur classement. On reviendra sur les systèmes qui sont pris en compte juste après dans les résultats. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes et les grandes dates que vous avez à avoir en tête. Et tout ça est bien sûr en principe suivi par votre lycée, par le lycée de votre enfant, par moi-même quand j'accompagne les élèves. Mais c'est important de l'avoir. Donc voilà, un peu sur l'aspect technique. Les projets motivés, ça prend du temps, donc il ne faut pas négliger le temps que ça va prendre. Moi, je recommande souvent aux élèves de s'y consacrer pendant les vacances de février, sachant que cette année, ce qui est particulier, c'est qu'il y a aussi les épreuves de spécialité qui ont lieu, je crois que c'est du 14 au 16 ou 17 mars, qui vont faire que et c'est des notes qui vont être prises en compte dans les notes de bac et donc aussi dans les notes de Parcoursup par les formations. Donc voilà, donc il va falloir aussi gérer cet aspect-là, mais pas se dire je m'occupe de Parcoursup après le 16 ou le 17, mes épreuves de spé, parce que là, le timing peut être un peu serré. C'est OK pour finaliser, mais pas pour tout démarrer, bien sûr. Et puis, troisième étape, donc les résultats. Donc, entre les résultats et l'étape où vous avez, après le 7 avril, finalement, entre le 7 avril et la première phase de résultats qui a lieu le 2 juin, les établissements vont classer les candidats. Les formations vont classer les candidats. Donc, ce n'est pas Parcoursup qui classe les candidats. Chaque établissement a ses propres critères et va classer ses candidats sur une note de dossier, si c'est uniquement la partie dossier qui est prise en compte. Mais pour les formations qui font, par exemple, des concours avec des épreuves écrites et des épreuves orales, pour la plupart, il y a une note de dossier et également une note liée aux épreuves écrites du concours et aux épreuves orales, avec des coefficients associés qui sont publiés, présentés, que vous trouverez dans les plaquettes.
et un classement final. Et les établissements font leur classement de candidats et envoient ça à Parcoursup, qui va mettre un deuxième classement, on va dire, qui peut être une sectorisation géographique pour les filières universitaires. C'est-à-dire que si vous êtes en Île-de-France, vous êtes prioritaire sur les formations en Île-de-France. Et également pour les élèves boursiers, puisqu'il y a un taux de minimum d'élèves boursiers pour certaines formations, qui peut faire remonter les élèves boursiers dans le classement. Et à partir du 2 janvier, vous aurez les premières réponses des formations qui vont croiser finalement les attentes des candidats et donc les propositions d'admission sans hiérarchie aucune. Ce qui veut dire qu'avec Parcoursup, il y a quand même beaucoup d'embouteillages. Parfois beaucoup d'attentes, mais le système est quand même aujourd'hui rodé. Il faut juste faire preuve de patience et s'attendre à être parfois, pour aller 50% quand même des cas, en attente. C'est-à-dire pas avoir tout de suite une réponse positive et pas paniquer si vous êtes en attente. Puisqu'évidemment, les premières propositions d'admission sont faites aux élèves, alors j'aime pas dire les meilleurs élèves, en tout cas qui ont les meilleurs dossiers. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon élève si vous n'avez pas de proposition tout de suite, mais vous êtes moins bon que les meilleurs, de ceux qui ont les meilleurs dossiers. Et donc il faut que le système, qu'eux y répondent, puisque si vous avez plusieurs propositions qui sont faites, donc plusieurs oui, vous devez en choisir qu'un. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garder plusieurs oui. Donc, à chaque fois que vous avez plusieurs propositions, vous devez décider laquelle vous gardez. Et si vous avez des propositions en attente, vous avez la possibilité, bien sûr, d'attendre aussi et de voir si vous allez avoir une formation qui vous intéresse plus juste après. Alors là aussi, c'est assez technique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des délais, puisque, enfin, aujourd'hui d'ailleurs, ils ne sont pas communiqués. En général, il y a, et encore l'année dernière, ça avait été réduit, mais 3-4 jours au tout début de la phase, c'est-à-dire les 2-3 premiers jours, pour prendre une décision, si vous avez plusieurs oui. Et après, il y a 2 jours maximum. Et puis après, un seul jour. Donc, autant dire qu'il faut suivre vos propositions. Parce que si vous avez plusieurs oui et que vous ne répondez pas dans les délais impartis, tout s'annule. Alors, rassurez-vous, il y a des possibilités d'appeler Parcoursup et de rattraper, mais c'est quand même compliqué. Donc, ça nécessite un suivi et des parents et de l'élève, puisque pour le système, tout est actualisé la nuit. Donc, le matin, vous avez les nouvelles propositions à chaque fois qui sont faites. Donc voilà, si dans la journée, vous ne pouvez pas vous connecter, pas de panique. En général, c'est le matin, il n'y a pas de nouvelles propositions qui sont faites dans la journée. Le système est mis à jour la nuit. En revanche, ça veut dire qu'au maximum, tous les 2 jours, pendant la période où c'est tous les 2 jours, il faut vous connecter pour vérifier et pour ne pas rater d'éventuelles propositions. Il y a une appli qui est disponible, que vous pourrez télécharger une fois que vous aurez votre numéro Parcoursup et votre dossier de candidature. Qui est vraiment très pratique. Par contre, moi, je recommande plutôt d'utiliser la partie de répondre, quand vous devez faire vraiment le process des réponses, de le faire plutôt avec un PC, surtout quand vous validez une formation, plutôt qu'avec l'appli. Mais l'appli peut être intéressante pour le suivi, puisque dans le suivi, si vous êtes en attente, vous allez voir des informations qui sont importantes, qui est votre classement. Le classement, combien de candidats ont été pris l'année dernière, où vous êtes en attente et où vous êtes par rapport à ceux qui ont été pris l'année dernière. Et ça vous donnera quand même un ordre d'idée de si vous avez des chances d'intégrer ou pas. Dans les universités, c'est assez affolant, les rangs de liste d'attente. Donc, il ne faut pas paniquer et ça va assez vite. Il y a des formations où il y a moins de personnes en attente, mais où, du coup, le système va plus lentement au niveau de… Voilà, on ne passe pas de 100 places à 100 places, mais vous voyez 2-3 places qui se libèrent, 2-3 places, etc. Et puis parfois, il y a des formations, c'est 200 places par jour.
Donc tout ça, voilà, fait partie un peu pour le coup, là, c'est plutôt du moment un peu stressant de l'attente. Donc il faut se dire que c'est lié au système, qu'il faut patienter, et rester serein jusqu'au 15 juillet, hein. Ça peut aussi se décanter après les résultats du bac, même si cette année, avec le contrôle continu, bon, il y a moins d'enjeux, et de personnes, par exemple, qui auraient des mauvais résultats au bac et qui ne seraient pas prises dans certaines formations. Donc ce qui est important, c'est de répondre dans les délais impartis, de savoir qu'au niveau des réponses, vous pouvez avoir donc une seule proposition d'admission. Si c'est une université, vous pouvez avoir aussi un oui, si. Donc ça, c'est une façon de vous dire oui, on vous prend, mais il y a des conditions spécifiques. Uniquement des propositions en attente ou uniquement des réponses négatives. C'est plus rare, surtout si vous avez exploré différentes possibilités. Là, ça voudrait dire que vous avez pris que des formations sélectives et que sur dossier, tout de suite, on vous dit non, vous n'êtes même pas en attente. Et là, vous pouvez avoir recours à ce qu'on appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui peut faire des propositions, mais qui ne peut pas faire de miracle non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien faire attention aux choix que vous allez mettre sur Parcoursup. J'espère que c'est clair. Et puis, il y a une autre étape qui est la phase complémentaire qui a lieu du 23 juin au 16 septembre, qui vous permet, si vous êtes toujours en attente, si vous voyez que vous êtes loin sur les listes, si vous avez eu que des réponses négatives, de regarder dans les formations qui sont ouvertes pour la phase complémentaire, lesquelles quand même vous pourrez vous intéresser et auxquelles vous pourrez candidater. Il y a un point que j'ai oublié de vous présenter, c'est sur le classement des candidats et les critères. J'imagine qu'il y a des questions là-dessus. Quels sont les critères que les formations prennent en compte pour classer les candidats? Donc, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en disant qu'il y avait les notes de dossier, et parfois ça peut être des notes d'épreuves écrites et des euros pour celles qui font des épreuves. Mais au-delà des notes, dans la partie dossier, vont être pris en compte les notes de première, des 2 trimestres de terminale et du bac, ça je vous l'ai dit, aux épreuves anticipées, mais également la moyenne que vous avez par rapport à la moyenne de la classe. Donc il y a une petite pondération qui peut intervenir là-dessus. Certains établissements prennent en compte l'établissement dont vous provenez en regardant par exemple son taux de réussite au bac. Et c'est que parce qu'ils savent que dans les établissements où il y a 100% de taux de réussite, c'est des établissements assez sélectifs, donc il peut y avoir une petite pondération par rapport à ça. Bien sûr, des projets motivés qui peuvent jouer dans ce qui est aussi affiché, en fait, au niveau des critères. Et donc, voilà, il y a différents éléments. Donc, ça, chaque critère, chaque formation, en fait, vous donne des éléments dans la fiche qui est présente sur Parcoursup. Et puis, c'est aussi des informations que vous pouvez demander aux journées portes ouvertes, par exemple, des établissements, parce que parfois, certaines ne sont pas très transparentes, en tout cas, ou ne donnent pas toutes les infos sur les fiches. Donc voilà, il faut un petit peu fouiller, il faut regarder tout ça. Et puis voilà, certains ne vont pas du tout regarder les projets motivés, donc ça dépend vraiment des formations. Pour les concours communs, c'est sûr qu'un concours commun où vous candidatez, vous avez un seul projet motivé pour différentes écoles. Vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le détail de pourquoi l'école, etc. Et vous allez préciser qu'est-ce qui vous intéresse, par exemple, dans une formation d'école de management ou dans une formation d'école d'ingénieur. Ça ne va pas forcément être pris en compte par les établissements. Voilà, de façon un peu globale. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre avant de laisser peut-être un peu de temps pour répondre à vos questions? Les résultats. Donc là, c'est au niveau des résultats.
Alors, quelques, je dirais, conseils ou recommandations pour, voilà, côté lycéen, j'en ai fait côté lycéen et côté parents pour réussir ce virage Parcoursup. Donc, je sais qu'il est assez anxiogène. C'est bien sûr, de travailler son projet d'orientation. C'est la base, hein, et en fait, le stress, il est souvent là-dessus, en fait. Il est sur l'enjeu de l'orientation plus que sur le process. Parce que la mécanique, il y a des tutos, le lycée vous accompagne, et cetera. Mais effectivement, c'est explorer vos choix, arriver à recentrer, essayer d'aller aussi sur le terrain pour rencontrer les élèves, les enseignants, aux journées portes ouvertes. On a de la chance, pour l'instant, c'est pas encore annulé, malgré le contexte. Il y a encore des salons qui ont lieu. Hein, ce week-end, il y a le salon post-bac à la Villette pour les élèves qui sont dans la région parisienne, où il y a à la fois les écoles, les universités avec les IUT, les BTS qui sont présents, donc pas mal de formations regroupées à un seul endroit. Il y aura également formation Parcoursup le week-end d'après organisée par le Figaro, un autre salon qui s'appelle Your Future. Donc il y a encore quelques salons en janvier pour affiner, et surtout ces fameuses journées portes ouvertes. Donc vous ne pouvez peut-être pas toutes les faire, donc certaines seront faites en présentiel. Il y a aussi des vidéos qui existent, hein, qui sont mises en place, donc vous pouvez aussi regarder des choses. Mais d'aller dans les établissements pour voir aussi à quoi ça ressemble, les locaux, c'est important pour vous faire une meilleure idée. Ensuite, sur la sélection des formations, essayez de ne pas tomber dans l'autocensure, mais en même temps, en visant juste et large pour avoir vos plans A, mais peut-être aussi des plans B et voire des plans C. Je pense aux formations qui peuvent être encore hors Parcoursup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en reste encore un peu. Voire à l'étranger, pour ceux qui sont intéressés par des formations à l'étranger. Je pense aux élèves qui veulent faire absolument médecine ou vétérinaire et qui regardent aussi ce qui se fait à l'étranger, en Belgique, en Roumanie, en Espagne, par exemple, de plus en plus. N'attendez pas le dernier jour pour rentrer les vœux, ça j'en ai parlé. Anticipez la rédaction des projets motivés parce que ça prend du temps. Donc les vacances de février, c'est le bon moment pour s'y mettre parce que vous aurez en principe récolté un maximum d'informations à travers Parcoursup, à travers les journées portes ouvertes. Et donc, vous aurez la matière qui vous permettra de faire vos projets motivés si vous êtes motivé. Parce que le concept d'un projet motivé, c'est d'être motivé. Même si ça va être un peu plus difficile pour vos plans B, voire C. Là, c'est un peu la difficulté. Et bien sûr, les écrire vous, donc à partir de conseils, et les faire relire, mais ne les faites pas écrire par vos parents, parce que là, pour le coup, ça se voit. Pour les élèves que je suis et que j'accompagne, je vous envoie des conseils spécifiques sur le sujet. Donc, vous aurez ça voilà, après l'ouverture de Parcoursup, je vous enverrai ça. Essayez de hiérarchiser vos vœux dans une liste pour vous, même si ce n'est pas obligatoire, évidemment. C'est ce que je vous disais dans Parcoursup, on vous demande, il y a une rubrique qui est ma préférence, mais donc il n'y a pas de hiérarchie des vœux. Mais pour vous, au moment des réponses, à partir de juin, vous avez peu de temps pour vous décider. Je vous ai dit parfois 2 jours, voire 1 jour. Donc, voilà, vous ne devez pas choisir comme ça à la dernière minute. C'est important d'avoir réfléchi aux différentes options au cas où vous soyez pris dans telle ou telle formation. Autre point, c'est bien sûr patienter au moment des réponses. Pour les formations, en comparant votre rang avec celui du dernier appelé l'an passé, même si les choses peuvent évoluer d'une année sur l'autre, selon le succès de la formation, son augmentation dans certains classements, etc. Et puis, si vous êtes en attente, enfin, vous avez des propositions et que vous êtes en attente, mais qu'il y a dans les formations, les formations en attente, vous en avez certaines qui ne vous intéressent plus du tout, pensez à libérer puisque ça permet de fluidifier le système aussi et de ne pas les garder en attente juste pour voir si vous seriez pris, en fait, si la formation ne vous intéresse pas. Ce n'est pas un concours à celui qui va avoir le plus de choix, c'est surtout l'objectif d'avoir le choix qui vous convient. Donc ça, c'est côté élève. Et côté parent, c'est pas faire à sa place, surtout, et en même temps, encadrer, je dirais, avec une certaine bienveillance, mais une certaine présence pour
suivre les deadlines, le plan d'action qui a été défini, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a bien un calendrier des journées portes ouvertes qui a été fait, c'est quoi les dates, les grandes dates clés, bien sûr, de Parcoursup. C'est super que vous soyez présent à cette présentation. Et voilà, le guider, si besoin, dans ces questionnements. Au moment de l'inscription, peut-être être là quand voilà, l'inscription est faite, mais le laisser aux manettes, c'est-à-dire que c'est lui qui fait. Et être là plutôt à côté, en binôme, mais pas faire s'il n'est pas là. Même si vous voulez lui faire gagner du temps, parce qu'il est très chargé, parce qu'il a plein de choses à faire, etc. C'est vraiment important, voilà, votre enfant va devenir adulte, c'est une de ses premières décisions de jeune adulte, son orientation, ça lui appartient, c'est son choix d'avenir professionnel qui est conditionné par ses études, en fait, ce choix d'abord d'études. Donc c'est important de le laisser, même si ça peut paraître difficile au démarrage. Ça peut être aussi s'interroger parfois par rapport à ces choix aussi d'orientation ou non-choix. Des fois, voilà, vous avez peut-être fait vous n'avez pas eu le choix. Et donc, quelle est l'image que vous renvoyez et quelle image, enfin, comment pour vous, l'orientation, vous l'avez, comment ça se projette aussi auprès de votre enfant, en évitant de se projeter de vous projeter vous et de comparer si vous avez d'autres enfants aussi. Ça, c'est un peu compliqué. Chaque enfant est unique, vous le savez. C'est aussi l'encourager peut-être quand s'il a du mal à faire des choix. Donc moi, c'est ce que je propose aux élèves quand je les coach, c'est d'avoir par exemple un tableau qui permette de comparer les différentes formations ou types de formation. Et puis, c'est quoi que je vais étudier directement en première année? C'est quoi qui pourrait me plaire en termes de débouchés ou de majeur si c'est une école? Quels sont les aspects qui me motivent? Est-ce que c'est les locaux? Est-ce que c'est la partie géographique? Est-ce que c'est le fait que ça me permette de rester au sein de ma famille, au contraire de partir? Quels sont les points qui me plaisent moins? Voilà, essayer d'avoir un peu des éléments qui permettent de faire des critères, on va dire, un peu rationnels. Et en même temps, au-delà de cette partie voilà, un peu mentale, rationnelle, faire confiance aux envies profondes et aux ressentis, aux coups de cœur éventuels, parce qu'il va à une journée porte ouverte et qu'il sent bien la formation. Voilà, faire confiance aussi à ce ressenti. Il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas une voie possible. Vraiment, il y a sûrement dans le chemin que l'élève, voilà, vous allez prendre, votre enfant va prendre plusieurs voies qui peuvent être épanouissantes. Oui, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe si vous avez pris telle voie ou telle voie, mais ça fait partie de la vie. Et qu'il y a aussi voilà, plusieurs voies possibles. Et la possibilité aussi, beaucoup plus qu'avant, de se réorienter, c'est-à-dire d'essayer un parcours, de se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas le bon, mais que c'est possible aussi de se réorienter, même après quelques mois. Hein, il y a des entrées possibles avec des rentrées accélérées dans beaucoup de formations. Donc voilà, des possibilités qui permettent un peu d'alléger le stress et ce côté de droit à l'erreur qui est très difficile hein, quand on est dans un système scolaire français où on n'a pas été habitué à ça. Donc c'est aussi voilà, se dire que c'est important, mais on ne joue pas sa vie avec Parcoursup. Mais ça reste important, bien sûr. Et puis, sur le plan pratico-pratique, vraiment éviter de partir en vacances au mois de juillet parce que voilà, il y aura des réponses à faire sur Parcoursup, peut-être si ça n'a pas été fait avant. Des inscriptions, bien sûr, l'inscription administrative, donc peut-être des logements à trouver. Donc voilà, un certain voilà, une partie pratique quand vous avez des réponses favorables qui peut être assez prenante au mois de juillet. Donc voilà un petit peu les grandes lignes. Je vais regarder, je vais arrêter juste le partage de la formation pour regarder parce que je ne voyais pas. Vos questions. Et je vais regarder tout ça. C'est bon, j'ai bien arrêté le partage de la présentation? Non, on le voit toujours. D'accord. Oui, ok, merci.
donc c'est bon. Alors, que je regarde vos questions, si j'ai répondu. En process de décision sur les algorithmes, je pense en avoir parlé, puisque ce n'est pas un algorithme, mais chaque formation qui finalement définit dans ses critères et finalement son propre algorithme, auquel se rajoute l'algorithme de Parcoursup sur, je vous ai dit, les critères géographiques, les critères des boursiers. Certaines matières comptent-elles dans les algorithmes comme l'enseignement scientifique ou les matières littéraires? Oui, bien sûr, parce que enfin, donc ça va être les coefficients que les formations vont mettre à telle ou telle note. Donc, ce n'est pas forcément la moyenne générale qui est prise en compte. Donc, les spécialités choisies, va y avoir une note prise, voilà, certaines notes qui vont compter plus que d'autres. Certaines, par exemple, classes préparatoires, vont chercher à avoir des élèves très bons partout, en français, en sciences, vraiment partout. D'autres vont chercher vraiment des élèves qui ont vraiment des notes exceptionnelles dans certaines matières. Ça dépend vraiment un peu des classes préparatoires. Et ça, c'est des choses que vous pouvez essayer de jauger, notamment au moment des journées portes ouvertes, pour les classes préparatoires. Combien de caractères faut-il rentrer monsieur, madame? Oui, alors c'est vrai que c'est une mini-lettre de motivation, donc c'est quand même resté un peu formel sur le monsieur, madame. Et puis après, les caractères, c'est 1500, je crois. Je ne l'ai pas sous les yeux. Ça, j'envoie ça dans les conseils motivés. Mais ça vous a indiqué quand vous rentrez 1500 caractères maximum. Ça fait à peu près une dizaine de lignes pour les projets motivés, donc ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est compliqué parce que faut arriver à être synthétique tout en montrant que vous connaissez la formation et peut-être l'établissement où vous postulez. C'est-à-dire que vous avez fait une journée porte ouverte avec peut-être 2-3 détails qui montreront que ce n'est pas juste du blabla, mais que c'est pourquoi c'est celle-là qui vous intéresse plutôt qu'une autre, en fait, et en quoi vous y correspondez. Alors, les classements, j'y répondrai après. Je vais rester sur Parcoursup. Si je comprends, on connaît notre classement dans notre choix, même si on est pris au premier tri. Alors, vous connaissez en fait votre rang, oui. C'est-à-dire que si l'élève est pris tout de suite, non, il ne connaîtra pas, il saura qu'il est pris. D'accord? Donc ça, il a un oui, il a un oui. Et si la formation lui plaît, il s'inscrit. Mais s'il est en attente pour d'autres formations qui l'intéressent, effectivement, il verra son rang sur liste d'attente. Combien d'élèves sont pris, combien d'élèves ont été pris l'année dernière et jusqu'où l'établissement est descendu. Et ça lui permettra de voir à chaque fois combien d'élèves restent encore en attente devant lui, quelque part. Mais par exemple, si l'élève est tout de suite pris, non, là, il ne saura pas son rang parce qu'il est pris tout de suite. En revanche, il le verra uniquement pour les formations en attente. J'espère que je suis claire. Sinon, vous me redites. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il reste la question sur l'histoire des classements. Alors, c'est compliqué les classements. Alors, je vais y répondre avec ma casquette d'ancienne communicante du supérieur et en même temps de coach. Et aujourd'hui, comment j'utilise un peu ce critère-là aussi pour éventuellement hiérarchiser des choix d'établissement. Ce qui est difficile, c'est que ces classements essaient, et c'est tout leur mérite, de comparer des formations avec évidemment les mêmes critères. Pour des formations qui peuvent être assez différentes aussi dans leur philosophie, dans leur pédagogie. Et donc, pour les comparer, ils essaient évidemment d'utiliser des critères quantifiables, donc des données quantitatives. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte. Donc ça, c'est un des premiers bémols sur l'aspect des classements. Le deuxième, c'est qu'il y a des données qui sont vérifiables, d'autres qui ne sont pas vérifiables. Et donc, même s'il y a un engagement déontologique de la part des établissements, par exemple sur les données des salaires, bon,
Certains vont être plus rigoureux sur les données, mais parfois, c'est aussi pas évident d'avoir ces données-là de la part des établissements. Donc, le chat fait son apparition. Donc, ça fait partie un peu des critères qui... voilà, des éléments de précaution. Et puis après, par exemple, si telle école est première sur le classement, mais qu'elle n'a pas les spécialités que vous cherchez ou qu'elle est généraliste, alors que vous cherchez une école spécialisée ou vice-versa, bon, bah, c'est peut-être pas cette école que vous allez prendre parce qu'elle apparaît en premier dans le classement du Figaro ou de l'étudiant. Il y a aussi une prime dans ces classements à certains établissements aussi publics par l'aspect recherche. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, selon les classements, vous allez avoir des critères. Par exemple, vous allez pouvoir faire un classement sur l'aspect international, si ça vous intéresse, ou sur l'aspect académique. Mais dans l'aspect académique, il faut se rendre compte de se dire, académique, vous allez comprendre peut-être que c'est les meilleures écoles qui vont donner la meilleure formation. Et dans l'aspect meilleure formation, aujourd'hui, par exemple, pour la partie des écoles d'ingénieurs, que je connais bien, vont être pris en compte les critères de recherche, de budget, et dans une école publique, dans une école privée, on ne joue pas forcément avec les mêmes armes sur l'aspect budgétaire, ce qui n'empêche pas aux écoles, certains établissements privés, d'être extrêmement performantes sur l'insertion professionnelle et d'avoir des relations à l'international parfois beaucoup plus intéressantes que certaines écoles qui vont avoir beaucoup plus d'enseignants-chercheurs ou de recherche, donc qui vont être très pointus effectivement sur leur part d'expertise, mais un peu moins ouverte sur, par exemple, la dynamique internationale. Donc, tout ça, c'est vraiment des données en fait qui sont intéressantes, mais qui pour moi ne doivent pas être des critères de décision. Donc, à regarder pour affiner peut-être, mais voilà. Vous dire que ces classements, ils varient hein, d'une année sur l'autre. Et c'est compliqué, aussi bien pour les établissements d'ailleurs que pour les journalistes et pour les rédactions qui font ces classements. Parce que c'est quoi leur intérêt? Ils ne pourraient pas faire un classement quand même d'une année sur l'autre qui ne bouge pas trop. Donc, ils ont le mérite voilà, de chercher, d'affiner, d'essayer de mettre des équipes qui vérifient les données. Mais il n'y a pas non plus, elles n'ont pas des équipes avec 150 journalistes pour vérifier les données. Voilà, donc ça fait partie un petit peu des points de vigilance. Et puis parfois, on compare encore une fois un peu des choux et des carottes. Et on se dit, bon ben voilà, elle est derrière. Après, c'est de regarder voilà, certains établissements qui sont après bac, après prépa. Enfin, c'est dissocier tout ça, c'est affiner. Mais c'est pas simple. Hein. Des écoles d'ingénieurs après bac, il y en a une centaine. En école de commerce, il y en a beaucoup aussi. Donc, si vous rajoutez à cela les écoles après prépa, ça fait beaucoup d'écoles à regarder. Et je comprends que ça puisse être un critère qui est pris en compte. Et pour les prépas, c'est pareil, les classements des prépas. Alors, ce qui est différent pour les classements des classes préparatoires, que vous pouvez trouver par exemple sur l'étudiant, sur Challenge, etc., c'est qu'ils vont classer par rapport aux résultats au concours. Mais encore une fois, quel concours et quelles écoles vous visez? Si vous regardez que le classement par rapport à l'intégration polytechnique, par exemple pour les prépas MP, si vous visez Polytechnique, c'est OK. Mais si vous n'avez pas forcément le niveau pour intégrer Polytechnique, il faut mieux regarder les classements un peu plus généraux qui intègrent d'autres écoles que Polytechnique. Et ça sera peut-être plus juste et plus pertinent. En revanche, si vous voyez dans le classement que vous voulez absolument intégrer Polytechnique et qu'elle n'apparaît pas du tout, cette classe préparatoire, bon, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Bon, ça peut permettre de faire partie des critères un peu de réflexion et de décision par rapport à ça. Donc voilà, moi, c'est des éléments que je regarde, bien sûr, mais qui sont bien à nuancer. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit que vous posez par le chat, soit en prenant la parole? Parce que j'ai essayé d'être à la fois être synthétique et exhaustive, donc ce n'est pas un exercice tout à fait simple. Non, côté élève, c'est tout clair. Côté parents aussi.
N'hésitez pas, c'est le moment. C'est très clair, merci beaucoup. Oh, merci Axel. Merci. Merci pour vos retours. Bon, super. Alors, vraiment, sur Parcoursup, en complément de ce que je vous ai dit, les tutos sont très bien faits. C'est vraiment voilà, une mine pour être guidé, pour ne pas se tromper. Donc ça vraiment, ça complétera. Plus des informations, je dirais, il y a également des présentations, je pense, par votre lycée un peu plus académique, de comment, etc. Vous allez bien sûr trouver ça. Pour compléter, je pense que voilà, l'enjeu principal là que vous avez, c'est d'affiner ces choix pour ceux qui ont déjà bien travaillé leur projet, de réfléchir à vos choix pour ceux qui commencent un peu le process. Il y a encore jusqu'au 29 mars, donc vous avez 3 mois. Et puis essayez d'aller aux journées portes ouvertes, de faire votre calendrier. Et puis voilà, n'hésitez pas à me solliciter. Les élèves que je suis, j'accompagne bien sûr, tout comme les autres. Si jamais vous avez des besoins, je pourrais peut-être vous aider. Voilà. Donc je vous dis, écoutez, bonne soirée, bon Parcoursup, restez zen, ça va bien se passer. Et voilà, je vous souhaite vraiment, et puis surtout une excellente année. Je n'ai pas commencé par ça, donc je termine par ça, pleine de réussite pour vous, pour que ce soit les projets, bien sûr, votre orientation. Bonne soirée. Beaucoup. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, merci.